Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. Boualem Sansal était notre invité, il y a 1 an et demi. Il est aujourd'hui emprisonné dans une prison algérienne pour sa liberté de penser. Cette situation dramatique, qui le dépasse largement, illustre malheureusement la pertinence des analyses qu'il tenait partout, y compris dans notre émission. Car son incarcération montre non seulement que les pouvoirs arabo-musulmans restent structurés par un atavisme autoritaire et arbitraire, hérité du clanisme et de l'islam, mais surtout que le rapport de force géopolitique est en train de s'inverser. L'Occident, plus particulièrement l'Europe, et ici la France, sont hantés par une culpabilité, une pleuterie qui en font les proies des puissances prédatrices, rêvant d'activer les communautés immigrées comme avant-garde infiltrée, 5e colonne, menaçant la paix civile. Il appartient à tous les peuples libres, d'où qu'ils soient, de refuser ce cauchemar et de faire libérer Boualem Sansal. Série d'été 2025, première partie. L'Occident et son devenir. Comme tous ces mots qui mériteraient d'être pensés ou repensés, il y a celui d'Occident. Proie de toutes les idéologies, qui le louent ou le maudissent, il déclenche les passions et les anathèmes qui empêchent de comprendre. Et cela semble comme un fait exprès. Ce qu'est cet Occident, ce qu'il a été, ce qu'il devient, ce qui y disparaît et ce qui s'y invente, ce à quoi nous pourrions tenir et ce qu'il faudrait y enterrer. L'approche de David Cossandet est à la fois monumentale et ambitieuse, puisqu'il y parcourt et compare l'histoire des grandes civilisations depuis 3000 ans, pour y chercher, c'est le titre de son ouvrage et de notre émission avec lui d'octobre 2023, le secret de l'Occident. Dans son optique, celui-ci ne réside ni dans une matrice culturelle particulière, ni dans une génétique ou un environnement favorable, ni aux apports de la colonisation, mais bien plutôt dans le hasard de la géographie européenne. La fragmentation extrême du continent a engendré depuis un millénaire la formation de petites entités politiques indépendantes et en émulation permanente, en guerre ou en coopération, dont la dynamique est à l'origine d'une créativité technique, artistique, scientifique ou politique. Cette configuration polycentrique qui échappe à tout nationalisme, exceptionnelle sur une planète universellement dominée par de grands empires unificateurs mais stériles, n'est pourtant pas éternelle et semble aujourd'hui prendre des formes nouvelles. Le secret de l'Occident avec David Cossandet. Alors justement, ce qui distingue clairement la civilisation occidentale, on va dire l'Europe occidentale au début, pendant l'époque du Moyen-Âge, et maintenant l'ensemble de l'Occident, y compris l'Amérique du Nord, ce qui distingue cette civilisation, c'est d'avoir été tellement brillante, tellement d'avoir permis, d'avoir généré, d'avoir engendré tellement de découvertes et de progrès scientifiques pendant tellement longtemps. Il y a d'autres domaines où la civilisation occidentale a brillé, comme la musique, la peinture, la littérature. Il y a énormément de fantastiques réussites sur lesquelles il faudrait aussi écrire un livre d'ailleurs. Mais ma spécialité, celle à laquelle je me suis consacré là, dans Le secret de l'Occident, c'est l'histoire scientifique. Et là, clairement, il y a une spécificité occidentale, à savoir que c'est en Occident qu'il y a eu le plus de progrès pendant les plus longues périodes. Vous avez, avec la Grèce antique, vous avez une période d'au moins 800 ans, 700 ans, on va dire, de grands progrès uniques, sensationnels dans toute l'histoire de l'humanité pour l'Antiquité. Ensuite, vous avez une période de stagnation avec l'époque romaine, une période de régression avec le haut Moyen-Âge, très grave, très profonde, pendant des centaines d'années. Mais ensuite, à partir de pratiquement tout le 2e millénaire, vous avez une période de longue émancipation, de long développement, de longue floraison, de long épanouissement de cette civilisation occidentale, tout spécialement dans le domaine des sciences, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la civilisation occidentale, même si elle se fait rattraper par la Chine, l'Inde, le Japon,
Et elle bénéficie encore d'un immense prestige encore maintenant, puisque c'est les Occidentaux, c'est nous qui avons réalisé tellement de choses extraordinaires. Bien sûr, les Chinois et les Japonais nous dépassent, mais en attendant, ils ont pour le moment surtout repris de tout ce qu'on avait fait, et donc ils sont très conscients des énormes progrès que les Occidentaux ont réalisés. Donc on peut dire qu'encore maintenant, malgré le rattrapage et le dépassage qui est déjà en cours du côté de la Chine et du Japon, il y a encore un immense prestige de la civilisation européenne. Et si vous jouez à terrain égal, donc si vous partez d'un endroit qui a une terre et un climat et suffisamment d'eau pour faire de l'agriculture, comme typiquement vous avez en Chine, en Inde, en Europe, si vous partez donc d'un terrain de jeu égal, a priori, vous aurez plus de chances d'arriver à favoriser dans votre région, dans votre civilisation, le progrès scientifique si vous avez plus d'accès à la mer, c'est-à-dire si vous avez une configuration du littoral qui est très compliquée, avec des péninsules, des îles, des détroits, comme on a justement en Europe occidentale et pas en Europe orientale, justement, ce n'est pas une coïncidence. Donc vous avez plus de chances. Pourquoi? Est-ce qu'une configuration du littoral très compliquée avec des péninsules, des golfes, des détroits, des îles, etc., pourquoi c'est a priori plus favorable? Eh bien, pour un ensemble de raisons que je vais essayer de résumer aussi d'une manière fulgurante comme vous l'avez fait, parce que vous pouvez d'une part plus facilement avoir des États différents dans la même région qui vont tenir le coup longtemps parce qu'ils auront plus de frontières maritimes. Si vous avez une énorme zone compacte, avec presque pas d'accès à la mer, il n'y aura pas de frontières maritimes pour les États qui se formeraient à l'intérieur, et donc ils vont tomber tendanciellement, c'est ce qui s'est passé en Chine et en Inde, ils vont tendanciellement retomber sous la coupe d'un empire universel, alors que s'ils ont des frontières maritimes bien définies, comme l'Espagne, qui est bien entourée par la mer, la France, qui a beaucoup de côtes, l'Angleterre, évidemment, qui est une île, le Danemark, qui est une péninsule, etc. Si vous avez plus de frontières maritimes, vous aurez plus de chances de durer plus longtemps, comme État distinct. Et votre commerce marchera mieux puisque vous aurez accès à la mer. Le transport par mer reste imbattable, même à l'époque actuelle, reste imbattable. Tous les produits un tant soit peu lourds et pas trop chers, comme l'essentiel finalement du commerce mondial, donc les céréales, le bois, vraiment tous les éléments fondamentaux qui font tourner une économie. Pour les transporter, c'est beaucoup plus facile si vous avez la mer que si vous avez la terre. Parce que le transport en bateau, il est moins cher, les volumes sont beaucoup plus grands, c'est la liberté. Presque toujours, il y a quand même des cas où la mer peut être un peu surveillée, mais en gros, c'est beaucoup plus difficile de surveiller la mer que la terre. Et donc, le commerce peut s'épanouir librement, le transport est possible, donc le commerce, par définition. Le commerce, c'est pratiquement la même chose que le transport. Et donc, vous pouvez beaucoup plus développer votre commerce si vous avez un accès à la mer partout, ce qui est permis justement par une configuration compliquée des côtes. Et vos États localisés vont survivre plus longtemps puisqu'ils sont bien entourés par la mer. Et donc, cette configuration d'avoir des États distincts qui durent longtemps et qui ont un commerce prospère, ça vous permet justement, c'est la condition d'arriver à avoir un progrès scientifique intense et nourri. Il faut ces deux conditions. Ça, c'est la règle fondamentale que j'expose justement dans le secret de l'Occident. C'est vraiment la loi de base. Pour avoir du progrès scientifique à long terme, vous avez besoin de plusieurs États en compétition et stables et d'une prospérité commerciale et économique. Vous avez besoin de ces deux éléments. C'est vraiment les conditions nécessaires et suffisantes, contrairement aux autres qu'on avait un peu brièvement abordées il y a quelques minutes. Cet héritage géopolitique se retrouve dans le monde actuel, puisque la plupart des grandes puissances d'aujourd'hui nourrissent une nostalgie pour leurs formes impériales passées. C'est ainsi le cas de l'Iran des mollahs, de la Russie poutinienne et de la Turquie d'Erdogan, étudié par Hamid Bozarslan, qui les nomme les antidémocraties, nom de notre émission d'avril 2024 et de son livre. Ces sociétés assommées par un autoritarisme tendant au totalitarisme se définissent en effet comme spécifiquement anti-occidentales, tant leurs couches dirigeantes sont mues par une haine inépuisable de cette altérité irréductible et une passion de revanche historique envers une civilisation dominante dont les ressorts apparaissent
si déconcertant pour la pensée traditionnaliste et dogmatique. Iran, Turquie, Russie, les antidémocraties, avec Amit Bozarslan. Ces trois régimes se définissent comme des alternatives radicales, irréductibles, viriles, à la démocratie libérale, bourgeoise, voilà, la démocratie bourgeoise telle qu'on la connaît, qui serait efféminée, qui serait corrompue par la civilisation et qui dissoudrait la nation dans un magma universel. On peut citer éventuellement 3 ou 4 caractéristiques de ces antidémocraties. En premier lieu, dans les 3 cas, on a l'idée que la nation a une mission historique à accomplir. Une mission historique qui consiste à dominer le monde. Cette domination n'est pas dénoncée, cette domination n'est pas présentée comme quelque chose de négatif. Au contraire, dominer le monde pour lui apporter la justice, l'idée de l'administration, lui apporter l'idée de l'harmonie. Mais pour cela, effectivement, il faudrait que la nation qui accomplit cette mission surplombe en quelque sorte l'universel qu'elle domine. Et cette mission aurait été par la suite certifiée également par la nature. Dans les 3 cas, on a une vision sociale darwiniste du monde. Le darwinisme social, en gros, c'est une doctrine qui a été dominante aussi en Europe occidentale, même en occidentale de 1870 à 1945, et qui considère les nations comme des espèces biologiques en lutte les unes contre les autres. La singularité occidentale se retrouve à une toute autre échelle, celle de l'individu. Cette notion, si banale et si faussement consensuelle, puisqu'on critique aisément l'individualisme, n'a pourtant rien d'évident dès que l'on s'aventure au-delà de nos rivages familiers. Sonia Zadig s'est arrachée à l'islam, dont elle était imprégnée depuis l'enfance, et analyse, dans cet entretien d'avril 2023, les transformations qui attendent l'apostat et les épreuves qu'il doit affronter pour se constituer une individualité et une identité propre, car l'identité musulmane est éminemment collective. La personne n'y existe que prise dans le clan, intégrée à la communauté, définie par l'Oumma. Cela rend inconcevable toute émancipation réfléchie, tout choix réellement individuel, toute créativité qui ne soit pas bornée. Sans individualité, impossible de seulement imaginer une liberté qui ne soit pas égarement, une égalité qui ne soit pas transitoire, et une fraternité qui ne se fasse dans la soumission à Dieu. Mais dans la dégradation actuelle de l'individu moderne, en un atome social isolé, égoïste et indifférent, alternant angoisse paralysante et jouissance sans lendemain, rend-elle encore désirable cet horizon occidental, hier si désiré, l'individu en islam et en Occident, avec Sonia Zadig. Je vais prendre la dernière phrase, une histoire de vie ou de mort. C'était mon cas. Alors, on ne parle pas là de vie ou de mort vraiment objective, mais de vie ou de mort psychique pour moi. C'est-à-dire m'écarter de cette parole-là, vivre ma vie d'une manière... C'était très très difficile pour moi, par exemple, au départ, d'avoir un enfant hors mariage. Alors que j'étais complètement libre, en tout cas dans ma tête, etc. Mais ce n'était pas possible pour moi d'avoir un enfant hors mariage. Il fallait que je me marie, même avec une personne qui était d'une violence inouïe à mon égard, mais il fallait absolument que je sois mariée. Je ne pouvais pas avoir d'enfant hors mariage. Et ça, c'est une des choses qui m'ont été transmises. Moi, je dis par le lait, parce que c'est dans le maternel que se transmet la soumission. C'est comme ça que les hommes, si vous voulez, c'est la loi. Les hommes font autorité. Mais ils donnent quand même pouvoir, si j'ose dire, aux femmes, en tout cas aux mères, pour transmettre cette parole-là. Je répète, baisse les yeux. Quand je critiquais mon père pour sa violence et pour ses contradictions et ses paradoxes, ma nounou me disait... est-ce que tu peux enlever ton nez de ton visage ? Le nez du visage, on ne peut pas enlever le nez du visage, et donc il faut que tu acceptes qu'il soit ainsi.
arrête de faire des études, tu vas devenir folle, ça te pourrit la tête, tout ça, arrête de regarder l'Occident est qu'affaire, nous on est... voilà, c'est double... enfin, l'islam a raté la modernité, il n'y a aucun pays vraiment musulman qui a pu prendre ce train-là, et pourtant il y a une espèce de mégalomanie à croire que l'islam, justement, la religion, c'est la meilleure, quoi. C'est la meilleure au monde et que c'est elle qui contient la vérité, toute la vérité. Parce que le problème est là, quand on dit que c'est un événement linguistique, donc le Dieu qui parle, et donc il ne peut dire que la vérité, avec un L majuscule, hein. La vérité, c'est celle-là. Et donc, qu'est-ce à dire? Est-ce qu'on peut dire autre chose? Est-ce qu'on peut contredire la parole d'un Dieu omniscient? Est-ce qu'on peut dire autre chose? Qu'est-ce qu'on peut, nous, êtres humains, rajouter à la parole de Dieu, quoi? Cet Occident, à la fois polycentrique, créatif, démocratique et générateur d'individualité, est aussi le lieu du déploiement d'une inventivité technique sans précédent, au point d'avoir enclenché un processus qui semble irrésistible. C'est l'enjeu des technocritiques que présente Daniel Ceruzel dans notre émission de mars 2023. Identifier et combattre cette idéologie technicienne pour laquelle le progrès technique est indiscutable et ses bienfaits étendus à tous les domaines ne saurait faire question. Depuis au moins 2 siècles, l'accélération, la sophistication et la généralisation hallucinante des techniques se sont accompagnées de fortes critiques décrivant une dépossession croissante de l'existence par une innovation pour sans autre finalité qu'elle-même, que plus personne ne contrôle. Souvent abusivement identifié par un système technicien, l'Occident est ce lieu où le fantasme du Deus ex machina se déploie tout autant qu'une capacité d'autocritique sans précédent dans l'histoire. Les enjeux des technocritiques, avec Daniel Ceruzel. Quand on écoute certains technocritiques, que derrière la critique de la technique, c'est la critique de l'Occident, et c'est une critique qui est parfois absurde, notamment parce que du coup on parlait un peu des pratiques New Age, etc., qui sont ouvertes. C'est qu'il n'y a pas de... Disons qu'il y a pas de limite en fait dans cette critique-là. Et pour nous, la limite qu'il ne faut pas dépasser, c'est justement de critiquer la rationalité et la possibilité aussi qui est notre possibilité de nous exprimer, de faire démocratie, etc. Et des fois, on a l'impression que, en ayant ouvert cette porte de la technocritique, on va jusqu'à l'absurde, justement. Oui, alors, puisqu'on parle d'Ellul, mais je continue à parler de lui à ce sujet, puisque précisément, il a écrit un livre quand même qui s'appelle « Trahison de l'Occident », dans lequel il avait repéré très tôt ce genre de tendance. Hein, et Ellul, d'ailleurs, sa position, il disait « Je suis contre le règne de la technique, je ne suis pas contre les techniques. Hein. Les techniques, il faut après en faire un usage critique. Hein. En particulier, Ellul était consterné de voir ces mouvements qui, effectivement, cette espèce de primitivisme, par exemple, très religieux, qu'on a pu voir. Et Ellul disait, on n'a pas besoin de... c'était aussi la position de son ami Charbonneau, d'ailleurs. Hein, on peut critiquer la modernité au nom de ses propres valeurs. Hein, c'est-à-dire la raison, la liberté, l'égalité, la fraternité. Hein, et déjà, avec ces valeurs-là, on peut... remettre en question le règne de la technique. On peut fonder une vraie technocritique. Certains le font d'ailleurs. Ellul l'a fait à sa manière, en essayant d'utiliser des arguments rationnels. Hein. Et quand même, il a écrit ce livre « Trahison de l'Occident » en disant il y a quand même un certain nombre de valeurs, nous occidentaux, auxquelles il est important de se rattacher. C'est les valeurs quand même de liberté, hein, de la raison,
hein, et aussi de l'individu. Hein, il se méfiait beaucoup de tout ce qui se présentait comme des solutions globalistes, fusionnelles, groupistes, etc. Le constat de Cornelius Castoriadis, né en 1922 et mort en 1997, relayé par Quentin Bérard dans notre émission du 1er juin dernier, est encore plus clair. L'Occident est en voie de profond délabrement depuis l'après-guerre, soumis au dérèglement induit par le déferlement de la rationalité instrumentale au service d'une maîtrise illimitée de l'existant. Ou plus précisément, il y disparaît ce qui pouvait en faire une source d'inspiration pour l'humanité. Et avant tout, ce projet d'autonomie, cette visée d'émancipation individuelle et collective venue de la Grèce antique et réinventée dans le haut Moyen-Âge européen. Cette poussée anthropologique qui conjugue action sur le monde et réflexivité critique, exceptionnelle par sa longueur et son intensité, s'est radicalisée au XXe siècle, puis pervertie jusqu'à ne plus chercher la transformation, éventuellement révolutionnaire, des sociétés occidentales, mais dans leur destruction pure et simple. C'est ainsi que le gauchisme et ses variantes des années 1960-1970 se prolongent dans le wokisme contemporain, dont les différentes expressions rationalisent, chacun dans leur domaine, l'effondrement civilisationnel auquel nous assistons jour après jour. Castoriadis pensait l'époque avec Quentin Bérard. Mais pour lui, en tout cas, le lien qu'il a avec la Grèce, c'est un lien, enfin, avec la Grèce antique, est un lien qui est très fort, parce que il se réclame du projet d'autonomie. Il voit dans l'histoire se déployer ce qu'il appelle un projet d'autonomie, qui est d'abord né en Grèce, en moins 700 avant Jésus-Christ, notamment à Athènes, et qui a disparu ensuite, notamment à cause de ce qu'il appelle la barbarie chrétienne. Qui a mis à bas tout ce mouvement d'autonomie qui était en Grèce et qui a explosé, ce qu'on a appelé le miracle grec, aussi bien la démocratie directe dans la cité d'Athènes que la création artistique, philosophique évidemment, scientifique, etc. Et cette autonomie-là est née 1500 ans plus tard, dans le haut Moyen-Âge, en Europe, à travers les cités médiévales où les gens ont commencé à s'auto-organiser dans les bourgs. C'était la proto-bourgeoisie, ce qu'on a appelé la révolution du XIIIe siècle. Et puis ça a été le début de l'apparition en Europe de cette autonomie, de cette recherche d'autonomie, de ce projet d'autonomie, à travers donc la Renaissance, les Lumières, les révolutions classiques, révolution américaine, hollandaise, anglaise, française, puis le mouvement ouvrier, évidemment, et puis derrière les mouvements écologistes et féministes. Voilà. Les luttes des immigrés, etc., dont on va parler. Donc... Pourtant, le mouvement wokisme, c'est aussi, parmi les nouveaux concepts, il y a le côté empowerment, ce qui est en fait une sorte d'émancipation, de l'autonomie. Ils se revendiquent encore un peu, comme on avait parlé des gauchistes, ils se revendiquent ceux qui vont amener l'autonomie de l'individu. Après, c'est plus l'individu, effectivement, c'est pas la société. Mais comment vous voyez ça ? C'est comme d'habitude. La pire des oppressions, c'est celle que se réclame de l'émancipation. Voilà. Et ça, on l'a vu depuis le putsch bolchevique de 1917. Voilà. Qui arrive après la révolution de février, qui était populaire, qui était authentique, qui était modéré. Et on a eu, durant 70 ans, un régime qui se réclamait du communisme, du socialisme, de l'horizon d'égalité, de justice sociale. On vit, au fond, systématiquement, la même chose. C'est-à-dire, il suffit de se réclamer d'un horizon d'émancipation pour faire le contraire. Donc là, l'empowerment, ce qu'on entend là par empowerment, ça dépend à quoi on l'applique, mais c'est en réalité tenter de prendre le pouvoir pour contraindre les autres. Voilà. Que ce soit les gens de votre clan qu'il faut enrégimenter, les idiots utiles qu'il faut endormir, ou les ennemis résolus qu'il faut asservir. Voilà, c'est ce que l'on appelle l'empowerment, effectivement. Le cas le plus poussé, le plus paradoxal, le plus quotidien, c'est celui de la femme voilée dans la rue. Le voile musulman, effectivement, ce sont des femmes qui s'affirment contre 80% de la population. C'est un empowerment.
ce sont des femmes qui militent pour leur propre asservissement. Là, on est dans le double bind. C'est vraiment une attitude qui rend fou et qui rend les choses qui sont difficiles à penser. Mais ça a un siècle. Ça, c'est un héritage de la gauche, de retourner les choses, d'inverser systématiquement les concepts et les postures de manière à Cette capacité de l'auto-institution, de l'individu et de la collectivité a caractérisé l'Occident durant des siècles. Elle est devenue aujourd'hui autodénigrement, repentance, haine de soi et autodestruction. Ces postures si courantes et même mainstream relèvent d'un affect nommé par le psychanalyste Daniel Sibony, que nous invitions il y a 2 ans exactement, culpabilité narcissique. Celle-ci consiste à prendre sur soi le malheur du monde, réel ou supposé, infantilisant l'autre, en se plaçant soi-même au centre de la scène. Cette articulation surprenante d'une mégalomanie délirante, avec une déchéance de plus en plus visible, est particulièrement perverse, mais largement dominante dans les classes sociales supérieures, et particulièrement les milieux politiques, médiatiques ou culturels. C'est même un signe indiscutable de l'appartenance à cette élite éclairée qui nous précipite vers l'abîme. Face au chantage des néo-féminismes, des pseudo-écologistes, des faux antiracistes et autres woke, face aux offensives communautarismes racialistes et islamistes, l'Occident s'accuse et se flagelle, croyant, en se plaçant en surplomb, échapper à cette mécanique qui le broie. L'Occident et sa culpabilité narcissique, avec Daniel Sibony. On était fautif. Moi, j'ai une hypothèse psychologique là-dessus. C'est que on s'est mis à dire qu'on est fautif lorsqu'on a cessé de maîtriser la situation. Quand vous avez cessé de maîtriser les colonies, la seule façon de garder une emprise, c'est de dire oui, on n'a pas été bien, on les a pas compris, on les a malmenés, on les a exploités, etc. Puisque en fait vous êtes hors jeu. Oui, mais c'est une situation qui aurait pu se traduire en termes de responsabilité et non pas de culpabilité. Ah ben non, responsabilité, ça demande du boulot. La culpabilité narcissique, c'est une posture et une imposture subjective et collective qui ne coûte rien. Ça ne coûte rien de dire oui, en fait, on a été des bourreaux, puis après on passe, on prend l'apéro et on décide ce qu'on va faire dimanche. Donc c'est une position plus confortable, la culpabilité narcissique. La responsabilité, c'est de dire bon, on va faire des plans. Il y a eu aussi des niveaux de responsabilité. On va faire des plans, on va faire des projets, etc. Puis on s'aperçoit qu'en réalité, les projets et les plans s'échouent dans cette espèce de halo où une vague culpabilité enveloppe le tout et qui n'implique aucun acte jusqu'à ce que les autres, les concernés, les ex-colonisés, etc., disent « Eh bien, nous, on prend en main notre sort et on vous accuse et vous êtes coupables maintenant. » Et eux, à ce moment-là, ils amènent un autre compte qui est un règlement de compte avec leur passé. Ils se trouvent héritiers d'un présent qui demande beaucoup de travail, et d'implication. Et ils disent, ben non, pardon, vous deviez nous livrer les colonies, non pas dans l'état où elles étaient, elles n'étaient pas. C'était des déserts, des trucs vraiment très, très, très peu. Mais vous deviez nous les livrer, en quelque sorte, à l'état développé. Et là, c'est un petit peu abusif. Donc, ils inversent la chose. Cette culpabilité narcissique se traduit par des injonctions officielles et de plus en plus comminatoires à la diversité, au vivre ensemble et à l'esprit d'ouverture qui masque le basculement historique, transformant en quelques décennies
les nations européennes en une vaste zone multiculturelle. Sous ces bons sentiments se cachent, de moins en moins invisibles, de dramatiques divisions communautaristes et confessionnelles menant à un véritable éclatement du corps social et accélérant l'éclatement de ce que l'on entendait jusque-là par société, culture ou même civilisation. Au nom d'un anti-occidentalisme assumé ou contrarié, cet effondrement est légitimé, défendu et activement promu par une nébuleuse militante, elle-même mue par l'entrepreneuriat social, dans la perspective néolibérale du soft power américain. C'est cette dimension qu'explore avec nous Aline Girard, dans cette émission de septembre dernier, Les militants du multiculturalisme. Elle a été créée avec Victor Grèze. Victor Grèze. Radia Bakouche est membre de l'équipe de direction. C'est ça. Et Convivencia notamment est à l'origine du guide de la laïcité pour les territoriaux qui a été publié par la Gazette des communes. C'est donc vous dire quelle est l'audience de ce guide de la laïcité. Sa légitimité. Sa légitimité. Il a aussi conseillé la ville de Chambéry dans la mise en place d'un conseil de la laïcité. Convivencia a fait l'étude préalable. La mise en place de ce conseil a attiré toute mon attention parce que l'un des collèges de ce conseil de la laïcité de Chambéry réunit les représentants de l'ensemble des religions présentes sur le territoire de la commune. Et donc, c'est une assemblée interreligieuse qui apporte sa voix à ce conseil de la laïcité mis en place par une collectivité territoriale. Et cerise sur le gâteau, pour le lancement du conseil de la laïcité de Chambéry, le maire a invité Valentine Zuber pour la conférence inaugurale. Voilà. Mais je m'arrête un petit peu sur le choix du terme convivencia. Absolument. C'est extrêmement habile de la part de Grèze et Grybowski, puisqu'on sait qu'en espagnol, convivir veut dire vivre ensemble. Et donc c'est ce terme de convivencia qui a été utilisé par les historiens de l'Espagne au XXe siècle et depuis lors extrêmement controversé. Il a été d'ailleurs abandonné par la plupart des historiens au XXIe siècle. Il évoque une période de l'histoire médiévale de l'Espagne pendant laquelle la coexistence entre musulmans, juifs et chrétiens se serait déroulée dans un état de relative paix confessionnelle et de tolérance religieuse. À l'Andalous. Voilà, absolument. Donc ce terme de convivencia entretient un lien étymologique aussi fort que trompeur, avec le concept politique positif, intégrateur de vivre ensemble. Alors que, on le sait, les notions de tolérance et d'intégration sont totalement étrangères à la pensée médiévale. Ces notions sont vues comme un risque d'affaiblissement de la foi de chacune des communautés qui se juxtaposent, qui vivent les unes à côté des autres, avec une suprématie de la religion musulmane et de la communauté musulmane, puisque les autres religions du livre, le christianisme et le judaïsme, sont certes protégées par les musulmans, mais sont considérées comme des dhimmis, c'est-à-dire des minorités asservies. Donc en fait, c'est soumis à un impôt, la jizya, avec des interdictions de pratiques, le code d'Omar, etc. Donc en fait, ce terme de convivencia, pour la plupart des gens qui l'entendent, est extrêmement positif. Alors que ça recouvre une réalité d'une part controversée et d'autre part beaucoup moins idéalisée qu'on peut le penser. Et assez inquiétante parce qu'on parle malgré tout de la domination de l'islam. Oui. C'est quand même un clin d'œil assez lourd, assez appuyé tout de même. Reniant leur culture, pourtant exceptionnelle, les pays occidentaux sont loin de devenir des forteresses vides. Parmi les différentes puissances qui pénètrent et s'y déploient, les forces islamiques en sont évidemment le fer de lance. D'autant que la religion musulmane peut prétendre à gérer le troupeau multiculturel comme elle l'a fait dans ses différents empires. Fadila Maroufi nous narrait en octobre 2024
comme en son pays, la Belgique, centre institutionnel de l'Union européenne, devient, sous nos yeux, et en quelques années, l'avant-garde de cet entrisme de l'islam, tiré par une immigration massive. En consacrant progressivement un grand nombre de quartiers, en montant des commerces, en infiltrant puis en fondant des associations, en pénétrant les partis politiques, la terreur de la charia s'est installée dans la vie civile, avec son lot d'intimidation, de chantage, de menaces et de violences. L'Occident ici ne change pas de visage, il disparaît simplement, comme d'autres civilisations avant lui. L'islamisation de l'Europe avec Fadila Maroufi. La difficulté que les gens ont à comprendre le danger qu'ils représentent me semble due au fait que leur position est extrêmement archaïque. Et que, d'une part, on a du mal à les concevoir en Occident, et d'autre part, je pense que leur force est moins due à leur qualité intrinsèque qu'à la faiblesse extraordinaire de l'Occident. Je crois qu'il y a des deux. Je pense que quand on regarde par exemple Youssef El-Qaradawi, c'est quand même quelqu'un qui a pensé les choses pendant 30 ans et on voit que tout ce qu'il a pensé, tout ce qu'il a en tout cas dit qu'il allait se passer pendant 30 ans, en donnant justement un programme bien spécifique, c'est passé. Donc quelque part, on ne peut pas dire non plus que ce n'est pas des gens qui ne réfléchissent pas, etc. Et d'un autre côté, si vous voulez, il y a cette faiblesse de l'Europe. C'est-à-dire que je pense que l'Europe a vraiment voulu croire en la démocratie, en tout cas croyant ses convictions justement humanistes, etc. Et s'imaginer que de toute façon, à partir du moment où on crée un humanisme et un universalisme, etc., les gens qui viendraient seraient heureux, contents. Et finalement, pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient un pays islamiste ou avec dictateur, etc. Et je pense que c'est là où il y a eu le problème, c'est qu'on sait pas, ils se sont pas imaginés qu'il pouvait y avoir vraiment des civilisations pour lesquelles il y avait une autre vision du monde. Et pour moi, c'est pour ça que c'est pas vraiment la spécificité de la France ou d'un pays en particulier qui est touché. C'est vraiment la civilisation occidentale en fait qui est touchée. Il y a une civilisation arabo-musulmane, islamiste qui a pris le pas. Comme je le disais, ils ont un plan et ce plan-là, il faut qu'il soit appliqué. Peu importe le temps, peu importe la manière, il doit être appliqué. Pour comprendre cette métaphore planétaire, l'islamologue médiéviste Gabriel Martinez-Gros, que nous invitions en janvier 2024, convoque Ibn Khaldoun, savant musulman du Maghreb du XIVe siècle. Ses analyses de l'empire arabo-musulman de son temps décrivent une dialectique subtile. Le centre impérial, peuplé de populations productives et désarmées, se trouve régulièrement envahi par les tribus belliqueuses venant de ses confins, qui remplacent ses élites avant de se pacifier à leur tour. Cet univers cyclique, où rivalisent la peur de la violence et la convoitise du bien d'autrui, est aux antipodes de celui de l'Occident. Historiquement peuplé de peuples productifs, prêts à prendre les armes, où la richesse est générée indépendamment d'un État, se légitimant et s'assentiment du peuple. Ce n'est pas ici seulement une civilisation qui disparaît, mais bien un type de civilisation, celui des Lumières et de la modernité, qui devrait sortir l'humanité de l'obscurantisme, de l'arbitraire et de la violence déchaînée. Il n'appartient qu'au peuple de redevenir les sujets de leur histoire. La marche à l'Empire avec Gabriel Martinez-Gros. C'est effectivement très probablement une évolution personnelle qui passe du regard intéressé de l'historien, j'ose dire de l'intellectuel, sur l'histoire, à un regard beaucoup plus urgent. C'est-à-dire, je n'ose pas dire du regard du citoyen, mais du regard de tout simplement celui qui vit une période d'une violence qu'il ne croyait pas tout à fait possible, même si en 2006, bien sûr, il y avait eu 2001, c'est-à-dire quelque chose qui a brutalement réveillé un intérêt pour Ibn Khaldoun qui commençait à poindre chez moi, et c'est à partir, en effet, de sa théorie que j'ai commencé à réanalyser le monde en constatant, comme vous l'avez dit excellemment, d'abord que l'histoire de l'Europe dans l'ensemble ne correspondait pas à cette théorie. Il faudrait ajouter que l'histoire des grands
ensembles du reste du monde y correspond, en particulier l'histoire de l'islam, mais aussi l'histoire de la Chine, qui correspond merveilleusement à Ibn Khaldoun, et c'est d'autant plus frappant qu'il n'en connaissait rien, il ne savait rien de l'histoire de la Chine, mais sa théorie marche admirablement pour l'histoire de la Chine. En revanche, ça ne marche pas pour l'histoire de l'Europe, mais ça pourrait marcher dans une histoire de l'Europe contemporaine et future, enfin dans l'histoire d'une Europe ou d'un Occident d'ailleurs du XXIe siècle. Voilà. Et j'ai l'impression que votre discours aussi assez régulièrement entre l'Empire occidental a déjà été constitué et nous serions en train de vivre la fin d'un cycle, ou l'Empire est en train de se constituer. Ah oui, vous avez tout à fait raison. Il y a un problème majeur, c'est qu'à cause de la révolution industrielle, l'Europe n'a pas eu besoin de construire un empire pour assumer presque toutes les fonctions de l'empire. C'est-à-dire que nos États-nations ont assuré une extraordinaire prospérité des peuples, bien plus que les plus grands empires n'ont pu le faire, les empires les plus étendus et les plus sûrs politiquement et militairement n'ont pu le faire, tout simplement parce que nous y étions aidés par un développement scientifique, technique, industriel, dont aucun de ces empires du passé n'a connu l'exemple. Hein. Et pour vous, entre parenthèses, les empires coloniaux ne sont pas réellement des empires. Non, ce ne sont pas des empires. Non, parce que vous n'avez pas la distinction entre les sédentaires et les bédouins. Hein. Effectivement, ce sont les mêmes qui sont dans le rôle des accumulateurs de richesses et de ceux qui sont en charge de la violence, c'est-à-dire les Européens. Ce sont des poussins impériales, mais qui n'ont pas abouti à la formation réelle d'un empire. Absolument. Alors évidemment, quand ces empires ont repris, comme c'est le cas de l'Angleterre en Inde, oui. C'est la seule exception que vous notez. De grands empires du passé, hein, ils se sont installés dans une situation impériale. Mais l'Angleterre n'est pas un pays impérial. L'Angleterre en Inde est un pays impérial. Hein, c'est l'Inde qui est le territoire impérial de l'Empire britannique. Hein. Voilà. Donc, en fait, nous ne sommes pas passés par les tâches de l'Empire. Hein, c'est ce qui fait notre grande difficulté. Et notre grande chance. Notre grande difficulté, parce que nous ne comprenons rien à ce qui arrive. Hein, nous refusons absolument de comprendre. C'est pas possible. Hein, il n'est pas possible qu'on tombe dans une régression comme celle-là. Je ne vais pas citer des hommes politiques que j'ai beaucoup aimés et admirés, mais un homme comme Jean-Pierre Chevènement ne peut pas être convaincu que nous allons sombrer dans ce trou de civilisation ou de décivilisation. Mais il y a très peu de gens qui peuvent le concevoir. Qui peuvent le concevoir, absolument. C'est une poignée. C'est effrayant, c'est totalement effrayant. Et donc, c'est à la fois un manque, c'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas très lucide en apparence, et en même temps, c'est une chance, parce qu'on n'est pas prêt à accepter la chose. C'est notre seule chance. C'est qu'on on reste attaché, enfin la majorité des peuples d'Occident, et alors en particulier aux États-Unis, je pense honnêtement, hein, peut-être plus, enfin je sais pas, non, en France aussi, je pense, en Angleterre. Je ne serais pas tout à fait sûr pour des pays comme l'Espagne, comme l'Allemagne, qui ont une histoire une histoire de désarmement forcé, hein, en quelque sorte. Hein. Je pense à l'Allemagne en particulier, bien sûr, hein, après 1945. Mais la plupart de nos peuples, alors je pense les peuples d'Europe centrale, certainement, sont attachés à la forme de l'État-nation, croient à la nation, et ne sont pas décidés à accepter le marché que leur propose la réalité impériale. Hein, la réalité impériale qui arrive, c'est-à-dire la division entre sédentaires et bédouins. Vous venez d'entendre la première partie de la série d'été « Occident et son devenir ». Rendez-vous le 1er août pour la seconde partie « Écologie, technique, société ». Vous pouvez retrouver toutes les émissions complètes sur notre site hérétique.fr. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.